Bienvenue à ce numéro de votre magazine sur Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale, l'actualité au Congo, dynamique et aussi avec beaucoup de sujets. Nous avons fait le choix de quelques-uns dans des questions politiques, des questions brûlantes de l'heure et surtout la visite dans quelques jours de l'Union parlementaire qui vient de la Suisse. Justement, la question est d'actualité. L'invité est avec nous, Michel Omba. Bienvenue. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous êtes président intérim du regroupement politique AAND. Vous êtes également président du parti politique Alternative pour le Congo, RDC, et avocat de profession. Vous n'engagez pas le barreau dans ce numéro du magazine Invité. Vous êtes chef des travaux à la faculté de droit de l'université de Kinshasa. Voilà, de manière laconique, comment on peut vous présenter. Mais nous vous recevons sous votre casquette de politique. La première question qui nous intéresse, ou le premier sujet, c'est donc l'arrivée imminente à Kinshasa, en République démocratique du Congo, de la délégation de l'Union parlementaire de Genève. Pourquoi cette mission ici? Le sujet vous passionne apparemment. Ils viennent ici pour quelles raisons et qu'est-ce que le Congo doit attendre de cette visite? Merci beaucoup. Enfin, ce n'est pas que les sujets me passionnent, mais je suis concerné, intéressé au plus haut point parce que cette visite ici s'inscrit dans le cadre de la réhabilitation de 19 députés qui ont été invalidés après l'arrêt de la Cour constitutionnelle, qui ont été invalidés pour cause d'erreurs matérielles. Donc, ces députés... De la législature en cours. De la législature en cours ici, ces députés dont je fais partie, je suis aussi parmi ces députés-là. Nous avons été à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle nous avait reconnus comme députés. Nous avons été validés. Nous avons siégé pendant au moins 3 mois. Et puis après, un jour, au mois d'avril, nous avons vu la Cour constitutionnelle prendre une décision d'invalidation pour raison d'erreur matérielle. Nous n'ayons pas été d'accord. Les 19 députés, nous sommes déportés devant l'Union interparlementaire de Genève, qui est la structure qui gère toutes les assemblées nationales au niveau international. Et là, il y a eu une décision qui a été prise par l'Assemblée plénière de l'Union interparlementaire demandant à la RDC de réhabiliter les députés dont les droits parlementaires ont été violés. Voilà pourquoi, donc la raison de la visite, l'une des raisons de la visite de la délégation de l'Union interparlementaire, en dehors du fait que nous préparons également l'Assemblée générale de l'Union interparlementaire qui va se tenir aussi au Congo dans le mois prochain. Et voilà. Cette union des élus ou des parlementaires n'est pas une juridiction supranationale pour pouvoir annuler les décisions ou les arrêts de la Cour constitutionnelle, la plus haute juridiction du pays. Alors, sur quelle base vous fondez votre espoir d'être réhabilité? D'abord, il faut savoir qu'en tant qu'une structure internationale dont les accords ont été ratifiés par la République démocratique du Congo, un État sérieux, il est pris au sérieux, c'est quand il est en mesure de respecter les engagements internationaux. Et les décisions de l'Union interparlementaire rentrent dans le cadre des engagements internationaux parce que c'est un protocole que nous avons ratifié. Mais ce n'est pas une juridiction, cette union parlementaire n'est pas une juridiction avec des juges qui décident pour pouvoir demander qu'on puisse réhabiliter des gens qu'on a... C'est une assemblée de parlementaires au niveau international dont les décisions ont la primauté, sinon la priorité, sur les décisions internes. Mais même au Congo, le Parlement ne donne pas d'injonction à la Cour constitutionnelle. À plus forte raison, une union des parlementaires
quel sera son pouvoir pour pouvoir annuler les arrêts de la Cour? Je suis d'accord avec vous sur la séparation des pouvoirs entre l'exécutif et le législatif au Congo, mais je vais vous rappeler, vous rafraîchir la mémoire des jurisprudences. Kikukwama, en 2006-2011, je crois que vous pouvez vous rappeler, il a été invalidé. Kikukwama et les autres groupes de députés sont allés à l'Union interparlementaire et ils ont été réhabilités et même indemnisés. Donc nous ne faisons pas une démarche aléatoire ou une démarche quelconque. C'est une démarche sérieuse, prescrite dans les instruments internationaux. Donc le Congo doit respecter, n'est-ce pas, les engagements qu'il a pris avec les organisations internationales. Même si les décisions, ce ne sont pas des contraintes judiciaires, mais ces engagements-là doivent être respectés au même titre que les décisions que nous prenons sur le plan judiciaire. C'est ce que les droits internationaux prévoient. Alors, ils seront ici au cours de ce mois de septembre? Oui, ils seront ici les 13, donc les 13 c'est demain. Ils seront ici les 13 à l'occasion de l'ouverture de la session parlementaire de septembre pour rencontrer d'abord le bureau de l'Assemblée nationale, puis les gouvernements, y compris nous rencontrer aussi tous les 19 députés invalidés. C'est prévu que nous puissions avoir une séance avec eux, mais aussi une séance tripartite avec le gouvernement, l'Assemblée nationale, les invalidés et au besoin, les chefs de l'État. Et vous pensez que sur le plan de la diplomatie, cette union des parlementaires devra, pour la toute première fois, faire fléchir la Cour constitutionnelle et ramener les juges à siéger pour vous réhabiliter? On ne parle plus de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle a déjà terminé son travail. Ici, ce sont des décisions d'État. Et je dis encore, ce n'est pas pour la toute première fois. Donc, je vous ai donné une jurisprudence vraie, réelle. Kikukwama fut réhabilité par, par l'Union des parlementaires. L'Union interparlementaire. Oui. Et il y a eu les groupes de Louis Dor Balekilai qui sont allés là-bas et certains d'entre eux, ils ont été aussi réhabilités. Ils n'ont pas siégé. Ils n'ont pas siégé. Celui que vous faites allusion n'a jamais été réhabilité. Ils n'ont pas siégé. Kikukwama a été réhabilité. Il n'a pas siégé, mais il a été indemnisé. Donc la démarche peut être double. Donc ça dépend de la voie que nous allons choisir. Ce que nous faisons ici rentre dans le cadre des instruments, enfin des instruments internationaux que nous avons ratifiés et c'est prévu. Et c'est pour cette raison, cette délégation qui arrive ici, ce n'est pas une délégation qui a été invitée par les députés invalidés. C'est notre ensemble. Si cette démarche n'était pas bonne ou n'était pas une démarche correcte ou reconnue, l'Assemblée n'allait pas envoyer une invitation. C'est l'Assemblée nationale qui a envoyé l'invitation pour leur permettre de venir au Congo. Vous comprenez? C'est sérieux ce que nous faisons, ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas que nous sommes en train d'essayer et tout ça. C'est tout à fait des droits et à raison que nous sommes en train nous tenons à cette démarche parce que l'Assemblée est derrière nous. L'Assemblée nationale a reconnu qu'il y a eu ce qu'il y a eu, mais il faudra que nous puissions échanger avec l'Union interparlementaire en vue de trouver un modus vivendi sur base duquel nous allons voir comment soit indemniser, soit réhabiliter les députés. Donc, les solutions sont là sur la table. Il suffit tout simplement que nous puissions nous mettre d'accord sur laquelle des solutions nous adoptons pour que le gouvernement continue. Donc, la démarche ici est correcte, judiciaire, diplomatique, et une démarche qui a déjà fait son bon nombre de chemins. Et il y a une jurisprudence abondante au Congo. Donc, ce n'est pas quelque chose que nous commençons aujourd'hui, pour lequel on dira, c'est pour la première fois qu'elle va renverser les décisions de la Cour constitutionnelle. Les décisions de la Cour constitutionnelle sont des décisions de l'État congolais, du gouvernement congolais. Et là, il s'agit tout simplement... Là, c'est la justice congolaise, mais le pouvoir judiciaire, ce n'est pas le gouvernement congolais. Non, écoutez-moi, prenez ça déjà au niveau très élevé. Nous ne parlons pas de la séparation des pouvoirs ici. Toutes les décisions internes que nous prenons ici engagent le gouvernement congolais. Et donc, cette décision-là de la justice ayant été exécutée au niveau de l'Assemblée nationale, engage le gouvernement. Sinon, on ne serait pas accepté à l'Union interparlementaire. Dernière préoccupation avant d'aborder le sujet d'actualité. Comment des étrangers, en plus des parlementaires, qu'ils soient sénateurs ou députés, congressmen, que sais-je encore, blanc, bonnet, bonnet blanc, puissent
interférer ou intervenir dans des dossiers qui ne maîtrisent pas, alors que ceux qui sont au pays ont démontré, des juges rompus et invétérés, ont démontré qu'il y a eu des erreurs matérielles et ces erreurs corrigées directement. D'abord, je vais vous dire, il faut rectifier les choses. Ce n'est pas que des étrangers s'immiscent. L'Union interparlementaire a une charte. Il y a des statuts que nous avons signés. C'est tout un protocole. Nous avons signé, nous sommes engagés à cela. Et dans cette charte, il est prévu cette intervention-là. Donc c'est prévu, lorsque les droits des parlementaires sont violés, c'est l'Union interparlementaire qui règle les conflits entre les députés et le gouvernement ou les assemblées nationales. Mais, alors, pour revenir à votre question, comme je l'ai dit, la Cour constitutionnelle a déjà fini un premier travail. Et ces arrêts sont inattaquables. Tout à fait. Au Congo. Au Congo, parce que toutes les décisions ici, comme je vais vous rappeler, pour saisir la Cour internationale de justice, par exemple, on vous dit qu'il faut achever, n'est-ce pas, toutes les voies de recours internes. Et après, vous avez le droit de saisir n'importe quelle juridiction internationale. Donc, ça ne veut pas dire que toutes ces décisions internes sont supérieures aux décisions internationales. Je vous rappelle que les textes internationaux ont priorité sur les textes internes, pourvu que ça respecte l'ordre public. Donc, nous, ici, la Cour constitutionnelle dont vous faites allusion, dans les cas des 19 députés, j'ai mon arrêt, je vais vous les laisser pour que vous puissiez vous défendre si jamais on vous pose la question. La Cour constitutionnelle, voici ce que la Cour a dit dans mon cas. Moi, je suis un élu de la Tchangou avec 18 600 voix. Lorsque la Cour constitutionnelle est arrivée à examiner mon cas, la Cour a dit ceci, deux phrases. Il n'y a pas eu erreur matérielle dans les cas, ni erreur de noms, ni de chiffres, mais seulement nous vous invalidons pour cause d'état de droit. Vous auriez pu nous demander pourquoi nous sommes allés pour cause d'état de droit. C'est ça. Ça signifie quoi? Vous qui êtes droitiste ou juriste? Mais cette cause d'état de droit n'est pas prévue. La loi, le texte qui permet à la Cour d'invalider pour erreur matérielle, c'est l'article 74 quinquies de la loi électorale. Cet article vous dit que pour des juridictions inférieures, les arrêts peuvent être revus pour cause d'erreur matérielle. Mais pour la Cour constitutionnelle, il n'y a pas d'erreur matérielle. C'est ça l'article qui a été prévu. Mais maintenant, ici, on vous parle d'état de droit. L'état de droit, c'est un concept qui est inconstitutionnel dans le cadre des invalidations d'erreurs matérielles parce que ça n'est prévu nulle part. C'est un concept pour nous, dans le cadre de cette démarche, creux. Il ne signifie absolument rien. Il n'y a que celui qui a mis dedans qui peut vous expliquer. Parce que, vous savez, en logique, il y a le majeur, le mineur et la conclusion. Lorsque vous commencez par l'affirmatif au majeur, vous ne pouvez pas terminer par le négatif. La Cour constitutionnelle vous dit, pour ces cas ici, il n'y a pas eu erreur matérielle. C'est ça dans la décision de la Cour. Mais nous invalidons quand même pour cause d'état de droit. Ça signifie quoi? Ils ont écrit noir sur blanc. Noir sur blanc. Je vous les laisse nous ici. Invalidons quand même. Oui, je vous les laisse ici. Je vous laisse les arrêts. Magistrats disent nous invalidons quand même. Je vous laisse les arrêts parce que c'est pas le quand même, c'est pas le quand même qui est important pour moi. Non, mais c'est très important pour les téléspectateurs. Écoutez d'abord. Nous invalidons quand même. Oui, pour raison d'état de droit. C'est ce qui est écrit. Je doute fort. Mais vous doutez, mais je vous ai amené des arrêts. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la cause d'erreur matérielle. N'existe pas. Très bien. Mais pourquoi invalider? Nous attendons justement, c'est dans quelques heures qu'ils seront à Kinshasa, ces membres ou ces délégations de la délégation de l'Union interparlementaire de Genève. Leur séjour nous dira un peu plus, messieurs. Mais moi, je sais quand même que vous êtes un grand journaliste. Je crois que pendant la période électorale, vous étiez au Congo. Vous avez vu une liste circuler dans la toile d'invalidation de 19 députés avant l'arrêt de la Cour. Et je vous informe que c'est cette liste-là, Mutatis Mutandis, qui a été repris dans l'arrêt. Voilà. Comme journaliste, donc c'est pas des choses en l'air. Journaliste rompu,
cette liste, j'étais au pays, je rôde dans les arcanes du pouvoir judiciaire. Je veux vous dire que cette liste, j'ai même la copie, et avec ce qu'il y a eu lorsque la décision a été prononcée, justement, eh ben, il n'y a pas eu copier-coller. Monsieur le Président... Non, c'est vous qui le dites, parce que moi j'ai la liste. D'intérim, je dis bien... C'est 19 personnes, 19 députés et 19 personnes sur la liste. Le même nom. Et je fais partie, je suis dans cette liste-là. Donc je vous dis en connaissance des causes. Je suis sur cette liste et je suis sur la liste des invalidés. Sur la même liste. J'ai la liste que la toile faisait circuler. Et également, lorsque la décision est tombée, j'étais dans la salle. Je ne peux pas ici... mais vous savez au moins que la loi exige à ce que pour que vous puissiez prendre, que la Cour prenne une telle décision, nous devrions être entendus, nous en tant que défendeurs, et la CENI aussi devait être entendue. Vous savez au moins, avec vous étiez là, qu'on n'a jamais été entendu, ni appelé. Et moi j'étais dans la salle, on nous a même demandé de sortir, parce que c'était une audience qui concernait la Cour et les demandeurs. Contrairement à la loi dit que toutes les parties doivent être entendues, surtout les défendeurs et la CENI. Voyons voir... Je sais que vous blanchissez votre chaîne et votre image, vous ne pouvez pas tout dire. Il n'est pas question aussi d'une blanchisserie des médias. Je dois être objectif dans ce que je fais comme travail. Bonne chance, on attend. Merci beaucoup. La délégation de l'Union interparlementaire, surtout si vous êtes réhabilité, eh ben, ce n'est que justice si réellement vous pensez que vous avez été injustement invalidé. Inch'Allah. Voilà. Nous abordons quelques autres sujets d'actualité. L'ancien ministre de la Justice a été condamné à 3 ans de travaux forcés. Et la suite est connue. Et puis, il y a eu cette affaire de Thabo Mbeki. Certains disent c'est Wenge El Diobour, Thabo Mbeki, qui montre beaucoup d'intérêt pour le Congo. L'invitation a été lancée. Alors, dites-nous concrètement, d'abord, il y a aussi l'Union sacrée dans son congrès extraordinaire. On commence par cette affaire de Moutamba. En tant qu'homme de droit, justice, la justice a-t-elle été rendue? Mais c'est la justice au haut niveau qui a été dite par les hauts magistrats. Vous savez que les ministres de la justice sortants avaient récusé. Il avait eu son droit même de récuser certains juges au niveau de la haute cour. Donc au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que moi je peux dire encore? Parce que la justice a été dite. Est-ce qu'il faudra que nous puissions sanctionner ce qui a été dit par la justice? Nous n'avons pas ce droit. Après une décision de justice, il n'y a que de voies de recours. Or ici, comme il est forclos, bénéficiant des privilèges des juridictions, donc je pense pour moi que la justice a été dite. Tant bien que mal, c'est la justice de notre pays, nous devons la respecter et l'honorer. Donc je vais vous dire une chose. Moi, je ne vais pas réagir comme le commun des mortels. Un juriste rompu, il doit rester dans la justice et dans le bon sens. Les magistrats, les juges, depuis mes petites 20 années autour du judiciaire, de la profession, j'essaie un peu de comprendre les juges. Les juges n'ont que la loi. La loi et peut-être l'intime conviction pour juger. Et comme le Christ nous a prévenus, vaut mieux arranger avec les magistrats avant que de vous retrouver devant la barre. Parce que devant la barre, c'est le représentant de Dieu et il juge selon la loi. Et ici, la loi est stricte. Stricte, ça signifie quoi? Toute tentative en droit pénal général, la tentative est punie de la même peine que l'infraction principale. Vous comprenez? Ici, les juges n'ont même pas dit qu'il y a eu tentative. Le juge est arrivé à la conclusion selon laquelle il y a eu détournement. Il y a eu déplacement de fonds dans un compte privé qu'ils ont intercepté par le biais du procureur général. Moi, je dis, même s'ils n'arrivaient pas à cette décision-là,
à cette conclusion de déplacement et tout et tout. Mais le fait, même si on dirait que bon, il n'a pas détourné, le fait d'avoir déplacé et d'amener quelque part et de consommer quelques dollars, est-ce que la tentative n'était pas consommée? Et si la tentative était consommée et que les juges décident par rapport même à la tentative, c'est du droit. C'est l'article 17 et l'article 19 qui le dit de la Constitution. Nul ne peut être poursuivi, arrêté, tout ça, que dans la forme prescrite. Et la forme, c'est cela. Toute tentative est punie de la même peine. Alors, maintenant, le problème, c'est que il ne faut pas comparer les cas Moutamba. Non, pourquoi pas dans tel cas on n'a pas fait ceci? Pourquoi pas dans l'enquête? Non, non, les juges ne cherchent pas d'infraction. C'est le procureur à qui est donnée la charge de chercher les infractions. Le juge attend. Même si vous pouvez crier, il y a tel voleur là-bas. Mais qu'est-ce que lui n'a pas le pouvoir d'aller arrêter. Mais c'est quand on amène devant les juges et qu'il ne dit pas les droits, à ce moment-là, vous pouvez dire que c'est un mauvais juge. Pour moi, les droits étaient dit. Alors, c'est comme Christ a dit, quiconque regarde une femme avec intention... Oui. Il commet l'adultère. Il commet l'adultère. Tu as brisé une petite loi, mais en tout cas, même la petite soit-elle, c'est briser toute la loi. Alors, l'invitation des Thabo Mbeki, est-ce que AND, en tant que regroupement au sein de la plateforme Union Sacrée de la Nation, avez-vous reçu une invitation? Comment avez-vous réagi à cette initiative de l'ancien président sud-africain? Nous ne sommes pas concernés. Nous sommes concernés par la démarche de l'AND et de l'Union Sacrée de la Nation. Nous sommes inscrits dans le cadre de la droite ligne n'est-ce pas, des orientations globales de l'Union Sacrée à travers le secrétariat permanent. Donc, on n'est pas concerné, mais par contre, la question du dialogue au plus haut point nous concerne. Personne ne peut refuser le dialogue. Personne ne peut refuser que les Congolais puissent se réunir. Mais pour l'AND, il y a une question fondamentale. Les dialogues, pourquoi faire? Quel est le narratif? Nous avons notre narratif. Nous avons notre langage, ce que nous exigeons par rapport au dialogue. Nous nous inscrivons dans le cadre des instructions internationales qui parlent de la vérité et réconciliation à l'image de l'Afrique du Sud. Et dans cette vérité et réconciliation, nous posons 4 conditions. La première condition, c'est la justice. Il faut qu'il y ait la justice. Parce qu'il faut quand même que nous puissions savoir pourquoi nos compatriotes meurent. Pourquoi chaque jour, on doit avoir cette récurrence, n'est-ce pas, de guerres, de tueries, et sans pitié. Hein? Moi, j'ai des familles à l'Est. Il faudra qu'on nous explique qu'il y ait une justice. La justice la justice qui met tout le monde au même pied d'égalité. Vous comprenez? Et qu'on nous explique pourquoi nos compatriotes meurent. Deuxième pilier, nous sommes pour la vérité. Qu'on nous explique clairement quelles sont les causes profondes, n'est-ce pas, de ces guerres qui reviennent. Troisième pilier, c'est que nous avons besoin qu'on puisse réparer ce qui a été détruit. C'est alors que nous pouvons parler de pardon. Et ça, ce sont des questions inévitables et que nous pensons qu'il faut, dans le cadre de cette démarche-là de dialogue, qu'on puisse penser à une juridiction internationale qui puisse juger les cas de la RDC. Au-delà même de la Cour pénale internationale. Parce que le Rwanda, nous avons vu, il y a eu une juridiction ad hoc. Mais le Congo, jusqu'au jour d'aujourd'hui, la CPI n'est pas en mesure. La CPI n'arrive pas à mettre la main sur ces gens qui circulent partout. Et les tueries continuent. Nous sommes même fondés à nous poser la question, quel est le rôle de la CPI? Quelle est la fonction réellement de la CPI? Si des individus peuvent tuer et circuler comme ils veulent. Dans tous les cas, je ne dis pas dans un seul sens, je dis dans tous les cas, pour toutes les parties, il faut que la justice soit faite pour nos compatriotes qui sont décédés. Très bien, donc après Washington, après Doha qui est en cours, Thabo Mbeki initie justement cette rencontre qu'il appelle conférence pour justement planter les décors d'un dialogue en perspective. Mais certains, vous avez donné la position de AND qui met l'accent sur la justice.
Mais que dites-vous de ceux qui pensent que derrière cette initiative de l'ancien président sud-africain, il y a l'ombre de Joseph Kabila? Non, mais ce n'est pas l'ombre. Joseph Kabila a eu une forte délégation. J'ai vu les photos qui ont circulé. Il n'y a pas de l'ombre. C'est-à-dire Thabo Mbeki lui-même, c'est un défenseur de Kabila. C'est ce que pense ça. Bon, je vous dis clairement que nous ne sommes pas concernés par cette démarche-là. L'ancien président, j'ai vu sa délégation, j'ai vu la délégation des membres de l'opposition, certaines personnes qui sont là. Mais cette démarche-là qui a concerné que l'opposition, ça ne concerne qu'eux, ils se concernent dans leur façon. Et nous ne sommes pas là pour aller juger des Congolais qui peuvent se retrouver à l'étranger. Ça, ce n'est pas notre démarche. Et nous ne sommes pas concernés par cela. Nous nous alignons derrière la vision du chef de l'État. Donc nous sommes derrière Washington et Doha, parce que Washington attend Doha. Et Doha, c'est la réconciliation entre les engagements entre les deux États ou les États concernés qui sont dans le conflit. Dès que nous avons la réponse de Doha, nous allons rentrer à Washington pour terminer les affaires. Donc, si Doha exige que toutes les parties soient là et qu'eux, ils vont se concerter pour aller à Doha, libre à eux. Mais nous les attendons au tournant. Nous attendons à Doha. Nous attendons à Washington. C'est là que nous attendons. Et cette démarche, c'est la démarche du gouvernement, du président de la République. Donc nous, en tant que politique, nous ne pouvons que nous aligner derrière les aspirations du peuple congolais qui sont incarnées par la démarche du premier de nous, du premier des Congolais, le chef de l'État. Alors on sent que l'AND reste constante, pas beaucoup d'inquiétudes, même si la situation sécuritaire donne des insomnies. On ne vous entend pas agiter pour adhérer à telle ou telle initiative. Mais oui, mais nous sommes... C'est normal parce que l'AND est d'abord frustrée. Nous avions nos députés, on les a invalidés sans erreur matérielle. De combien? 3 députés à l'Assemblée nationale. Au départ, nous étions à 17 à la CENI, puis on se retrouve avec la Cour constitutionnelle à 3. Et même les 3, on nous les prend. Donc l'AND n'a aucun député. Aucun député aujourd'hui. Vous êtes des frustrés au sein de votre au sein de la famille, politique, au sein de notre famille. C'est pourquoi nous avons écrit pour demander à notre papa commun, à notre père commun, de pouvoir intervenir pour que nous puissions aussi retrouver la paix au sein de la famille. Apparemment, c'est ce qui justifie vos réserves, votre silence, même si vous restez attaché à l'action du président de la République. On vous sent très réservé, moins d'opportunités, parce qu'en politique, il n'y a pas de cadeaux, moins d'intérêt de votre côté. Même les 3 qui restaient, vous sentez que vous avez été retirés. Alors, est-ce que ce ne sont pas des frustrations qui peuvent un jour exploser au grand jour? Vous savez que nous sommes en politique. Lorsque vous êtes frustré, vous savez, le poids politique, c'est les députés. Quand vous n'avez plus, n'est-ce pas, des béquilles qui vous permettent de vous exprimer, mais comment vous allez vous épanouir? Donc, sur le plan politique, nous sommes frustrés. Nous sommes un tout petit peu devenus comme des chétifs. Nous sommes atrophiés à l'interne. Donc, c'est pour vous dire que nous nous demandons à ce que l'on puisse entendre la voix. C'est quand même injuste pour un grand parti, un regroupement comme le nôtre, qui a perdu plus de 3 millions de dollars, 425 candidats. Nous étions 7e à avoir réalisé l'essai. Et on se retrouve comme ça, on nous jette, n'est-ce pas, à l'extérieur. Alors que, même, vous pouvez aller même aujourd'hui dans les sites de la CENI, vous verrez que c'est 0 voix pour AND. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent rien mettre. Parce que s'ils mettent, on va découvrir qu'on avait beaucoup de voix. Donc, des vraies frustrations. De vraies frustrations. Qui peuvent éclater au grand jour. Bon, c'est pas exclu. Hein. C'est pas exclu. C'est-à-dire que si on ne se retrouve pas, nous sommes bien fondés à pouvoir prendre telle ou telle autre position. Mais sinon, nous restons constants en disant, nous restons derrière la démarche et la vision du chef de l'État. Alors, voilà. Derrière, ça n'a pas exclu des rapports, des collaborations et des dividendes politiques entre AND, votre plateforme, votre regroupement politique, et l'Union sacrée de la nation.
et vos impressions sur les différentes résolutions, notamment l'adoption de la charte. L'AND a-t-elle déjà signé la charte? Nous signons la charte demain, parce qu'il n'y a pas un délai prévu, hein, il n'y a pas une date prévue. Est-ce que vous y voyez vos intérêts protégés en cette charte? Oui, les intérêts de tout le monde est protégé, mais il y a deux choses à vous dire. La plupart des gens qui ont signé sont des gens qui ont, et qui sont considérés, sont des gens qui ont des députés à l'Assemblée nationale. Ça, il faut qu'on se le dise, on ne peut pas se cacher la face. Ceux qui gardent les députés à l'Assemblée nationale sont considérés, et dans les réunions, dans les partages des dividendes, ils sont invités, peut-être qu'ils se retrouvent aussi. Parce que nous ne participons pas à ces réunions-là parce que nous n'avons pas de députés, nous n'avons pas des élus. Mais maintenant, ici, la charte de l'Union sacrée ne concerne pas que les partis politiques. Il y a des associations, des personnalités, des partis politiques, des regroupements. Donc, comme tel, nous disons, il ne faut jamais désespérer dans la vie. Il faut continuer à parler pour qu'en famille, qu'on comprenne quand même qu'il y a des gens qui se battent à gauche, à droite. Et au sein de cette méga plateforme politique, vous vous faites entendre, vous élevez vos voix pour continuer à dire ce qui a été fait. Non seulement nous avons été régulièrement invités, c'est que nous sommes reconnus quand même comme membres de la famille. Quand même. Quand même, nous avons été invités régulièrement à autant de personnes. Vous avez été au Congrès. On a été au Congrès, nous avons renouvelé notre engagement au chef de l'État et nous comptons signer cette charte parce que l'objectif principal de la signature de la nouvelle charte, c'est renouveler l'engagement au sein de l'Union sacrée pour notre champion, donc le chef de l'État. Donc nous ne voyons pas autre chose que d'aller signer cette charte pour renouveler. Mais en même temps, nous disons, bon, nous signons papa, mais regardez-nous. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Ça nous a éveillé ce qui s'est passé. Mais en 2028, nous pouvons être autre chose. Il faut faire attention. Hein. On ne sait jamais. Aujourd'hui, nous, qu'on nous néglige aujourd'hui, avec ce que nous avons fait comme 425 candidats, des responsables, des profils vraiment acceptables à travers la République, en 2028, on ne sait pas ce que nous pouvons devenir. Donc, il faudra que nous puissions nous aménager les uns et les autres pour que nous puissions continuer à faire route ensemble et qu'en 2028, nous puissions émerger tous ensemble. Si je comprends bien, dividendes politiques négligés, frustration, autant de mécontentement, mais à cause de la guerre qui nous est imposée par le Rwanda et les multinationales, et à cause de l'esprit Tshisekedi, c'est-à-dire la défense de la patrie, vous avez pris les munitions et également vos armes, vous les avez remises dans les carquois. Nous n'avons pas de choix. Lorsque nous avons un combat à l'interne, lorsque notre case, la maison, brûle, la première des choses à faire, nous ne ferons pas comme des rebelles. Parce que nous savons que parmi les rebelles, il y a des gens qui étaient ici et qui se sont dit qu'ils partent parce qu'ils ont été frustrés. Non, nous, on ne partira pas pour cause de la frustration. Au contraire, nous rangeons nos armes et nous nous mettons derrière notre commandant pour faire face à cette crise. Parce que nous, ne vous en faites pas. Il faut que vous puissiez comprendre que l'AND est un regroupement national. Et à l'Est, nous avons nos fédéraux, nous avons nos membres, nous avons beaucoup de gens. Et d'ailleurs, c'est à l'Est où on a eu beaucoup de candidats. FNSD, qui est l'un des partis phares. Donc, le FNSD est représentatif comme ACRDC, qui est dans tout l'Est, parce que c'est un parti qui a été fondé par la plupart des pasteurs et des chefs religieux. Et puis, nous avons IDECO, qui a pris les Katanga. Donc, on a beaucoup de partis. Et nous avons 22 à 23 partis à travers, donc, au sein de notre regroupement, dont les membres sont disséminés à travers le territoire national. Merci beaucoup, Michel Omba. Je rappelle que vous êtes le président ad intérim du regroupement politique AND, président du parti politique alternatif pour le Congo, mais je vous ai reçu en tant que
ou sous votre casquette de président AI du regroupement politique AAND. Je rappelle que vous êtes avocat des professions, même si vous n'avez pas engagé le barreau ici, chef des travaux et doctorant à la faculté de droit de l'université de Kinshasa. Avec vous, on a abordé quelques sujets d'actualité, surtout des questions brûlantes. On a parlé de l'arrivée dans quelques heures de la délégation de l'Union parlementaire de Genève. Et avec cette arrivée, vous avez l'espoir que les députés de AAND vont être réhabilités parce que l'Union interparlementaire de Genève a déjà fait la demande de manière diplomatique, mais c'est une décision que le gouvernement congolais pourra donc examiner. Mais cette visite pour vous redonne de l'espoir. Pour le Wangeta Bombeki, vous avez dit bon, on peut se réunir, parler, mais la justice pour AAND, c'est une priorité. Kabila derrière ou pas l'initiative, pour vous, ça ne vous dit rien. Les gens peuvent se réunir et parler, mais il faut réhabiliter les Congolais et surtout réhabiliter la mémoire de toutes les victimes. Vous avez dit également que vous êtes frustré à cause de ce qui est arrivé, une force politique qui a perdu ses 3 députés. Alors, malgré cela, vous restez loyal au chef de l'État, Félix Tshisekedi. Vous gérez ces frustrations au sein de l'Union sacrée, dont vous allez signer la charte dans quelques jours. Et vous avez dit également que la partie est plus importante que les individus, que autre chose. Vous devez être écouté. Ça, c'est très important. Voilà, j'ai résumé. Merci beaucoup pour ce résumé qui a fait vraiment l'esquisse de tout. Donc, nous avons espoir et nous continuons à dire au chef de l'État que nous restons loyaux et fidèles. La loyauté, la fidélité payent. Et pour cela, lui, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, nous faisons appel à sa haute autorité, à sa haute sagesse, comme la délégation de l'Union interparlementaire arrive, qu'il puisse donc trouver un moyen, une solution pour nous. Parce que, je vais le dire, si on ne peut pas être réhabilité, il y a une autre possibilité, c'est être indemnisé et récupérer nos immunités parlementaires. Tout comme il y a encore possibilité aujourd'hui, disons les entreprises sont là. Nous avons encore des établissements, nous avons encore la possibilité de ranger certains ici et là pour que les gens puissent se préparer quand même par rapport à ce que nous avons dépensé. Nous pouvons nous préparer pour 2028 en faveur de notre candidat. Donc nous lançons cet appel pathétique au chef de l'État, au président de l'Assemblée nationale, pour qu'il puisse prendre cette question avec beaucoup, n'est-ce pas, de patriotisme et de paternalisme en tant que père de nation. Merci. Pour nous réhabiliter. Tout le plaisir a été pour moi de vous avoir sur ce plateau. On a eu un échange chaud. C'était pour que la vérité sorte. Et voilà. Merci, monsieur. À très bientôt, avec le même plaisir. Au revoir.